Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps. Juste le temps d'un lapin. Et donc, rebonjour Marie. Rebonjour Vincent. Merci d'être resté avec nous pour la suite du débrief du Paris Shoulder Summit organisé par l'agence EVP le 4 et le 5 octobre. Et puis, pas de chance pour vous, si vous écoutez cet épisode à la suite du premier, ça veut dire que vous avez eu un deuxième lapin. On est vraiment désolé. Ou pas, parce qu'on est content que vous soyez là avec nous. On a enchaîné ensuite avec Guillaume Deville, qui est un des fondateurs de l'agence EVP, et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur son intervention parce qu'elle était vraiment très intéressante. Guillaume développe actuellement un support d'aide à la décision clinique pour le patient, qui est en open access via l'agence EVP, qui est pour lui un moyen d'aider le patient à décider et faire un choix éclairé. Ce que Guillaume mettait en avant, c'est le fait que dans une étude de 2015 de Kukkonen, à 2 ans d'une intervention sur l'épaule, 90% des patients se montraient satisfaits de leur choix, qu'ils aient choisi la kiné ou la chirurgie. Et que dans une autre étude de Mintz et Low, les croyances du patient induisent le choix du patient plus que la nature du choix. C'est-à-dire que c'est pas forcément la chirurgie ou la kiné, c'est les croyances du patient qui vont l'orienter vers l'un ou vers l'autre, mais que finalement, si tu regardes à 2 ans, et ben globalement, ils sont tous contents de leur choix. Et ce que Guillaume, moi j'ai beaucoup aimé la façon dont il a présenté ça, il nous a passé une diapositive d'un kiné qui se tient la tête en se disant « Oh là là, s'il savait ce que je sais, mais jamais il ferait ça, jamais il choisirait ça ». Et il disait que c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Je suppose que toi, tu sais ce que tu rencontres. Moi, c'est ce que je rencontre aussi souvent. Et en fait, Guillaume disait, c'est pas exactement ce qui se passe. Ce qu'on devrait dire et ce qu'il faudrait pouvoir dire, c'est si ce patient connaissait les données de la science comme je les connais, ferait-il ce choix-là? Et comment moi, je peux l'amener à un choix toujours libre, mais éclairé? Parce que ce que disait Mike Stewart un peu plus tôt, c'est que la façon dont on pense les choses modifie la façon dont on les enseigne. Et qu'en fait, on n'est pas là en train de vouloir convaincre un patient du bienfait qu'on suppose d'une technique, mais la question, c'est comment je l'amène à un choix qui reste libre, mais qui soit éclairé. Parce que ce patient actuellement, il se base sur des croyances induites par des soignants ou des proches qui n'ont pas vérifié leurs informations et qui ont biaisé sa perception de la situation. Ce que nous, on peut faire aussi tous les jours, en fait. Et que du coup, au-delà d'aller dans l'idée, s'il sait ce que je sais, il ne choisirait pas ça, c'est de dire, ben voilà, moi j'ai accès aux données de la science d'une certaine manière, lui, on les lui a amenées d'une façon qui a créé des biais, comment est-ce que je peux aider ce patient, moi, à faire un choix éclairé? Et du coup, Guillaume propose un modèle qui permet aux patients d'avoir accès, si je ne me trompe pas, aux statistiques des problématiques d'épaule chez les patients asymptomatiques. C'est-à-dire sur 100 patients, combien on en a qui vont avoir une tendinopathie asymptomatique, une tendinopathie symptomatique, pas de tendinopathie et mal à l'épaule, etc. Comment ça se passe avec la chirurgie, comment ça se passe avec la kiné, pour que, avec un support visuel intéressant, le patient puisse faire son choix indépendamment de l'influence du kinésithérapeute. Cet abord-là, il était vraiment très intéressant parce que pour moi, il est hyper bienveillant, il est hyper juste et il reste BP en fait. Complètement. Il a fait un petit quiz de vrai ou faux par rapport aux croyances des patients sur le fait que ça sert à rien de faire de la kiné sinon je vais avoir plus mal. Et il a précisé que dans une étude de Kijima en 2012, finalement non. Quand on fait de la kiné, globalement on va un petit peu mieux que quand on n'en fait pas. L'idée que c'est pas la peine de me faire opérer parce que sans chirurgie ça peut aller mieux, elle est plutôt vraie. Parce que dans une étude de 2016 de Dunn, sur 100 patients à qui on a proposé de faire une chirurgie, on leur a proposé de faire de la rééducation dans l'année qui a précédé, il y en a quand même 88 qui ont été suffisamment améliorés pour plus avoir besoin de chirurgie, ce qui est quand même intéressant. Et puis, la question, c'est pas la peine de faire de la kiné ou d'opérer, parce que de toute façon, quand on vieillit, on a plus mal, elle est plutôt fausse. C'est une étude de Parsons en 2007 qui dit que finalement, la douleur, globalement, elle diminue avec l'âge. Ça, on la connaît. On a eu une petite série ensuite sur la chirurgie où moi j'avais surtout envie de parler du docteur Olivier Grimaud qui est venu nous parler des chirurgies d'épaule et de la controverse. Ce que j'en retiens absolument, et ça c'est pas forcément quelque chose de nouveau, c'est que
une première luxation avant 20 ans, il y a un risque de récidive de 95%, qui diminue de 20 à 30% par décennie, que dans les premières luxations, on a jusqu'à 80% de lésions Bankart, donc de lésions du bourrelet, qui elles-mêmes entraînent un risque de récidive plus important, que toutes les prises en charge sont controversées. L'immobilisation, la rééducation, la reprise du sport. Il a dit que la chirurgie était le seul traitement qui permettait d'agir sur le risque de récidive, contrairement à la rééducation qui, elle, ne peut pas diminuer ce risque. Et qu'en fait, on arrive à avoir un risque de récidive, je le rappelle, qui était à 95% dans les cas de première luxation avant 20 ans, qui peut diminuer jusqu'à 12% si on pratique la chirurgie dans les 6 semaines après le premier épisode de luxation. Et que donc, elle est extrêmement pertinente chez le jeune sportif, compétitif, si on a une fracture de la glène supérieure à 1/3 de la surface et si on a une lésion de la coiffe. Et que dans ces cas-là, moi j'avais dû le rappeler en live tweetant, la chirurgie est indiquée. L'imagerie est alors nécessaire et si on veut aller au-delà de la radio, il précisait que le scan était plus intéressant pour les lésions osseuses parce que l'IRM risquait de mettre en avant un œdème osseux qui pouvait être confondu à tort pour une fracture. On attaque ensuite avec la dernière partie. On avait les parrains du congrès qui ont clos cette deuxième journée, donc Joe Gibson et Jeremy Lewis. Joe Gibson qui est intervenu sur le chirurgien interdit aux patients de bouger, que puis-je faire ? Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est une chercheuse extrêmement compétente, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup signé de papiers, qui est très visible sur la scène de la recherche actuelle, qui est très présente sur Twitter, et elle est quand même capable de faire autre chose que de dire le chirurgien, cette andouille qui a décidé d'immobiliser le patient, mais d'aller dans un discours homogène, justement pour pas contrarier les croyances du patient, pour pas contrarier ce qui a été dit en amont, pour pas abîmer l'alliance thérapeutique qui a été mise en place avec le chirurgien, et de dire, voilà, ok, le chirurgien a interdit au patient de bouger, qu'est-ce que nous on peut faire ? Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on craint ? On craint une augmentation de la douleur, de la raideur et de la faiblesse. Et on sait qu'après immobilisation, la récupération peut être plus longue. Que plus l'immobilisation est longue, et plus on a des changements corticaux, des inhibitions de mouvement, des diminutions des afférences, donc il y a moins de sensations de mouvement, donc il y a une réorganisation sensitive, et potentiellement c'est plus difficile à mobiliser ensuite. On sait que l'immobilisation, elle a des conséquences négatives sur toute la chaîne cinétique, en plus de l'épaule en elle-même. Et que finalement, c'est ce qu'on craint quand on a un patient qui s'est vu prescrire une immobilisation, et donc on veut essayer de le faire bouger le plus tôt possible, mais on ne veut pas aller à l'encontre de ce qui a été dit. Parce qu'on sait aussi que au niveau de la douleur, les facteurs prédictifs, on a toujours la peur, on a toujours le catastrophisme, toujours les attentes, la mauvaise compréhension de ce qui s'est passé, la faible autonomie. Et on sait aussi qu'une bonne partie des informations qui ont été données aux patients en amont ne sont pas retenues. Il y a une étude de 2017 qui parle de 25% seulement des informations qui sont retenues chez les patients qui ont visionné une vidéo avant la chirurgie. Et que donc forcément il y a potentiellement de mauvaises compréhensions et que sinon on arrive en plus avec nos gros sabots par-dessus en disant c'est pas la peine de ne pas bouger alors que le patient est mort de trouille, on va forcément foutre le bordel. Complètement. Et ce qu'elle dit aussi, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on a tendance à crier échec trop vite et que la tendinopathie, en moyenne, ça dure quand même 6 bons mois pour les membres sup et potentiellement jusqu'à 12 mois pour les membres inférieurs. Et que donc, il ne faut pas forcément référer le patient trop tôt. Donc, on craignait les conséquences de l'immobilisation, la douleur, la raideur. Alors, elle, ce qu'elle dit, c'est que toutes les études où on regarde à long terme, c'est pas forcément gênant, la raideur. Parce qu'elle finit par passer, ou en tout cas, elle est moins vectrice de handicap que la douleur qui, elle, est corrélée aux facteurs psychosociaux, à la peur, etc. Et que ce qui est le plus important finalement, c'est de parler la même langue que les chirurgiens. C'est pas de critiquer l'immobilisation, mais c'est d'en minimiser l'impact avec toutes les techniques dont on dispose. Qu'on vérifie ce que le patient a compris de la chirurgie, pourquoi, comment et ce qui s'est passé, pourquoi c'est pas forcément hyper inquiétant qu'il soit immobilisé, pourquoi c'est pas grave s'il bouge un petit peu, mais qu'on va quand même faire en sorte de respecter ce que le chirurgien a proposé. Ouais. Bon, on marche quand même un petit peu sur des œufs avec cette question-là. Oui, c'est compliqué en termes de déontologie, c'est compliqué en termes de respect de l'alliance thérapeutique, en termes de respect de la prescription, mais
Elle a des solutions. Ouais. Elle, ce qu'elle propose de faire, et là où elle dit qu'on a un rôle à jouer, c'est que d'emblée, dès la chirurgie, on peut travailler sur la gestion de la douleur. Alors là, on est dans la réassurance affective de Tamar Pincus. Mais elle disait, il faut prévenir le patient, il faut lui dire que ça peut faire mal, que c'est normal, que c'est pas grave, que ce n'est pas inquiétant. Faire tout ce qui est en notre possible pour limiter la douleur, que ce soit avec l'adaptation des antalgiques, mais aussi ne pas hésiter à travailler sur le rachis cervical, thérapie manuelle ou mouvement répété, elle a cité, parce que potentiellement le rachis cervical peut être douloureux après une chirurgie d'épaule, que si le patient est immobilisé, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les mouvements contralatéraux, donc du bras non immobilisé, entraînent une activation musculaire du bras immobilisé. Donc rien ne nous empêche de faire travailler l'épaule qui n'a pas été opérée. Ça permet déjà un début de travail sur l'épaule opérée. Que le fait de serrer la main permet une augmentation de l'activation de la coiffe et de façon fonctionnelle. On peut tout simplement marcher 10 minutes, parce qu'on sait que la marche, même 10 minutes, ça permet de diminuer la sensibilité à la douleur. Et on sait aussi que si le coude est posé, il y a très peu de travail ou de tension qui sont mises sur la coiffe. Et donc, on pourrait envisager de proposer au patient de manger en ayant le coude posé sur la table. Rien ne lui empêche de poser son coude et de porter la fourchette à la bouche. Et puis, par exemple, le fait de travailler contre résistance l'épaule qui n'a pas été opérée, eh bien, ça permet déjà un début de récupération de la force contralatérale. Et les vibrations aussi, ça c'était le point culminant, le travail sur mousse, sur power plate, mais aussi le fait simplement de s'asseoir sur la machine à laver pourrait entraîner des vibrations suffisantes pour commencer à faire travailler la coiffe en respectant la consigne d'immobilisation, tout en proposant au patient le meilleur pour qu'il récupère le plus vite possible. Alors, maintenant, avant de vous parler du mot de la fin de Flavio Bonnet, je vais vous parler de Jeremy Lewis et de l'épaule gelée. J'ai eu la chance d'assister à un workshop, donc un peu plus que ce qu'il a pu présenter en séance plénière. Jeremy Lewis, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant qui a beaucoup d'humour en plus, qui disait que l'épaule gelée, au Japon ou en Chine, elle est appelée l'épaule des cinquantenaires. Ouais. Et qu'en D'accord. fait, c'était reconnu comme une problématique d'épaule plutôt liée à l'âge qu'à un problème d'épaule en lui-même. Il a travaillé la dénomination en nous refaisant tout l'historique en fait de l'origine de la capsulite rétractile, en montrant que finalement chacune de ces dénominations, elle était venue d'études de qualité vraiment médiocre. L'idée que la capsulite se résout toujours d'elle-même, ça viendrait d'une étude de 1944 sur 4 patients qu'il a attaché le bras en l'air pendant 15 jours. Et au bout des 15 jours, il lui a demandé s'il pensait qu'ils avaient encore besoin de traitement. Les 4 ont dit non. Et du coup, le gars a conclu que dans tous les cas, ça irait toujours mieux. Et en fait, il disait, et il le disait très bien, donc on a pris 4 patients, on les a torturés pendant 15 jours, et pendant un demi-siècle, on a continué à en conclure que ça guérissait toujours. Le coût de la capsule, c'est de 1945, et c'est sur 10 patients. Et en fait, a priori, depuis 1969 et une étude de Lundberg, il disait qu'on ne devrait plus parler d'adhérence capsulaire parce que ça ne décrit pas du tout la situation. Tu veux dire que 84% des gens ont eu ou auront une lombalgie? Et que les épaules gelées viennent d'une adhérence de capsule. Super. Alors, c'est intéressant parce qu'il a fait un lien que je ne connaissais pas. C'est qu'on a quand même potentiellement retrouvé des similitudes avec la maladie de Dupuytren. Et que bizarrement, on nous enseigne que la maladie de Dupuytren, on ne peut pas faire grand-chose. Mais alors, par contre, que la capsulite, si, on peut faire des trucs. Alors qu'on a toujours pas à le prouver, en fait. Ça, je n'ai pas la réponse. Dis-moi si je me trompe, mais la capsulite a un côté réversible que le Dupuytren n'a pas. Ou alors, il faut que je me mette à jour. Alors, je ne suis pas à jour non plus. On a du mal à prouver que la kinésithérapie, elle raccourcit les choses dans l'épaule gelée. D'accord. C'est plutôt dans ce sens-là. Il a parlé de la kinésithérapie dans l'épaule gelée. Il a fait un parallèle intéressant avec une étude de Witt en 2016 qui disait qu'en moyenne, les kinés, on arrive à faire une mobilisation gléno-humérale antéro-postérieure autour de 3 à 5 kg de pression. On pourrait aller jusqu'à 20 kg. Et qu'une étude de 1993 aurait estimé que pour étirer la capsule gléno-humérale, il faudrait une force de 683 kg par cm².
Donc en fait, on peut essayer de s'acharner, mais c'est pas garanti que ce soit efficace. Plus de 600 kilos par centimètre carré? Ouais. Alors il faut aller vérifier ça pourrait être le sujet d'un autre épisode. Oui, ça me paraît quand même énorme. Déjà en newton, ça me semble beaucoup, mais kilos, c'est encore plus impressionnant. Donc, Pas tant ça. je pense que ce sera une mission pour les infos tirées du chapeau. C'est ça. Donc, Oui. il a parlé d'une vidéo qu'on a peut-être tous vue, d'un patient avec une épaule gelée qui a énormément de mal à lever le bras, qu'on place sous anesthésie générale et qui, sous anesthésie générale, récupère une amplitude complète. Ce que Lewis a dit et ce que je ne savais pas, c'est qu'après la levée de l'anesthésie, les amplitudes sont retournées à l'état antérieur. C'est une étude qui avait été faite par Joe Gibson aussi. C'est possible. Ou qui a été relayé par Joe Gibson sur une dizaine de sujets, et il y avait 3 ou 4 schémas différents entre ceux chez qui effectivement ça ne bougeait pas, d'autres chez qui récupérait complètement et derrière les gains d'amplitude étaient maintenus, et les patients chez qui ça bougeait pendant l'anesthésie, mais chez qui ensuite ça revenait à l'état initial. Voilà. Et là, ce qu'il propose, c'est d'envisager en fait qu'il y ait une limitation active musculaire. Et donc une impossibilité de mouvement liée à un système de contraction musculaire qui empêche le mouvement. Et donc pas forcément une adhérence, pas une raideur systématique, mais plutôt en fait un ordre erroné de contraction pour empêcher le mouvement de se faire. Et ce qui expliquerait pourquoi sous anesthésie on peut monter, et dans ce cas-là ça veut dire qu'effectivement il n'y a pas de problématique capsulaire, et pourquoi ensuite ça se resserre. Après, Lewis il évoque le fait que ce ne serait pas forcément une adhérence capsulaire, mais potentiellement une contraction de la capsule. Oui. Alors sous quelle forme est physiologique, là je ne peux pas, c'est encore un petit peu flou pour moi, mais c'est une supposition. L'épaule gelée, on peut la diviser en 2 grandes catégories. Les épaules gelées d'origine primaire, donc idiopathiques, on ne sait pas pourquoi, on ne sait rien sur elles. Et les épaules gelées secondaires, intrinsèques, donc suite à des tendinopathies calcifiantes, intrinsèques iatrogènes suite à des chirurgies d'épaule, extrinsèques suite à des chirurgies du sein, des pathologies de l'humérus, de la clavicule, et potentiellement systémiques, donc a priori avec des cas de diabète. Et que dans tous les cas, on ne sait rien sur aucune d'entre elles. Oui, et puis de toute façon, les pathologies systémiques sont très souvent rapprochées avec plein de pathologies musculo-squelettiques. Ça fait partie toujours des facteurs favorisants. Absolument. Quand tu as déjà des facteurs de risque, quand ta santé n'est pas toujours très bonne, tu as plus de chances qu'elle ne s'améliore pas. C'est ça. Mais malheureusement d'avoir d'autres soucis de santé avec. Il évoque la possibilité, mais d'un groupe supplémentaire qui n'est pas forcément étudié jusqu'à présent, c'est celui avec une surgarde musculaire. Donc justement, comme on disait tout à l'heure, avec cette histoire de contraction erronée, je dirais, ou excessive. On a très peu de preuves d'amélioration avec ou sans traitement. L'adage qu'on entend souvent, c'est que ça dure 1 an, c'est plutôt faux. En moyenne, le handicap dure 30 mois. Et attention, là on parle de handicap, ce qui est subjectif. Le handicap il est défini par la pathologie, les limitations, le vécu et les craintes. C'est-à-dire qu'au bout de 30 mois, ils ne sont pas guéris. Si tu étudies en moyenne la durée des symptômes, on est plutôt sur des durées qui s'étalent de 2 à 7 ans. Ah oui, d'accord. Et oui. Donc il est peut-être temps d'arrêter de dire que dans tous les cas, ça se calmera au bout d'1 an. Globalement, ça se définit par un âge autour de 50 ans, une perte des mouvements actifs et passifs, une perte de la flexion, de l'abduction. Le premier critère de perte de mouvement, c'est la rotation externe passive et active autour de 50% par rapport au côté sain. La radio, potentiellement, est contributive puisque c'est la seule pathologie d'épaule qui a une perte de mouvement et une radio normale. Dans les cas d'idiopathie. Lewis, il évoque 2 stades en fait, à partir de 2 questions faciles. Est-ce que c'est plus douloureux que raide ou est-ce que c'est plus raide que douloureux? Plutôt que de parler de phase chaude ou phase froide, on va parler d'une phase où la douleur est plus gênante que la raideur et une phase où la raideur est plus gênante que la douleur. La seule évidence, alors moi ça je savais pas, c'est que si à la fin de la phase douloureuse, la raideur n'a pas diminué, c'est que tu n'as pas traité la raideur. Non, ça nous donne un objectif. Ouais. C'est-à-dire que en fait, ce qu'il disait, c'est que la rééducation dans la phase douloureuse, si elle ne permet pas en plus une amélioration de la raideur, c'est qu'en fait, elle n'a
pas été, je dirais, efficace. Elle a peut-être permis de gérer un peu la douleur, mais elle n'a pas permis une évolution par rapport à l'épaule gelée. Lui propose, alors il faut attention parce qu'il travaille au Royaume-Uni, il a l'accès direct, il est formé aux infiltrations aussi, il est formé à la prise de décision clinique. Lui propose dans la partie où la douleur est supérieure à la raideur de distraire le cerveau le plus possible. Alors avec du travail de relaxation, de respiration, de mouvement sur le métronome, de thérapie miroir, potentiellement massage, réalité virtuelle, de faire des exercices des deux côtés, dissociés, avec des exercices différents, avec les deux bras, avec un métronome. Tout ce qui permet d'apporter le plus d'informations possible pour essayer de distraire le cerveau au maximum et potentiellement de calmer un peu la douleur et éventuellement de calmer un peu cette surgarde musculaire. Pour lui, dans les 6 premiers mois de la capsulite, après 1 à 2 semaines de rééducation, s'il n'y a pas de changement, il faut penser à faire une infiltration. Et lui, il fait une double infiltration simultanée, enfin l'une après l'autre, une dans la bourse sous-acromiale et une dans l'articulation gléno-humérale. D'accord. Et comment il justifie chacune d'entre elles ? Pour lui, s'il y en a juste une, c'est dans la gléno-humérale. C'est uniquement efficace en phase douloureuse et ça nécessite un parcours dédié avec une bonne évaluation de la balance bénéfice-risque. Évidemment. La gléno-humérale améliorerait le bénéfice sur la flexion et l'abduction et l'injection dans la bourse améliorerait la rotation. Okay. Pourquoi ça marche ? On n'est pas sûr qu'il y ait de l'inflammation. Par contre, on aurait trouvé des myofibroblastes en concentration plus élevée dans les épaules gelées, les myofibroblastes pouvant entraîner des contractions musculaires. Et l'infiltration de lidocaïne et de stéroïdes permettrait de diminuer ce nombre de myofibroblastes. Ce n'est pas garanti. Mais l'hypothèse, c'est que l'effet rapidement diminué entraînerait une diminution de la contraction de la capsule. Super, c'est vraiment intéressant parce que on voit la transposition directe de la recherche dans la pratique clinique avec un laps de temps entre les deux qui se raccourcit et c'est vraiment un truc qui est enthousiasmant. Ah, moi, ça m'a complètement fait reconsidérer la situation. Franchement, c'est intéressant parce que il a l'honnêteté de dire qu'il n'y a rien d'extrêmement validé. Aussi. Dans la phase RAID, pour lui, il n'y a pas de preuve de l'intérêt de l'infiltration. La seule chose, c'est de ne pas dire qu'on étire la capsule, puisqu'on a vu a priori qu'on ne pouvait pas le faire. Et que s'il n'y a pas d'amélioration rapide, c'est pas la peine de continuer pendant des semaines, ça n'est pas justifié. Il évoque infiltration ou c'est une dilatation ? Je crois qu'il a parlé des arthrodistensions aussi et qu'il a dit que c'était pas forcément non plus validé. Ok. Mais j'en suis pas sûre. Ce qu'il disait, c'est que malheureusement, la plupart des études sur la rééducation apportée, elles sont d'assez mauvaise qualité et du coup, c'est assez difficile de conclure. A priori, il y aurait quelques bénéfices de la thérapie manuelle à 1 an dans une étude de 2016. Il y a aussi une étude de 2017 qui a comparé un groupe avec mobilisation TENS à un groupe avec mobilisation TENS et renforcement et qui ont trouvé dans les deux groupes une diminution du SPADI, je crois que c'est le score d'incapacité lié à l'épaule, oui, et plus importante dans le groupe avec le renforcement, qui supposerait donc une implication musculaire. Alors Lewis a dit faites attention parce que l'amélioration de 50 points sur le test du SPADI, c'est presque comme une intervention divine, normalement ça n'existe pas. Et on n'a pas de groupe contrôle. Ce que lui suggère, ce que lui propose, c'est finalement d'essayer de travailler dans les mouvements qui ont le plus perdu en termes d'amplitude. D'accord. Et donc de pas forcément travailler ce qui est toujours disponible. Alors que on essaye toujours de faire travailler ces secteurs-là en se disant on entretient ce qui va bien. Ouais, pour le coup, lui a l'air de travailler sur le fait que il faut aller chercher la récupération de la raideur. Il faut aller récupérer sur cette raideur. Il faut récupérer dans ce qui est possible. Lui, il parle de heavy slow resistance, c'est-à-dire des résistances importantes et plutôt de l'excentrique, donc freiner le mouvement, et plutôt sur des mouvements lents et conscientisés. Et donc en fait, plutôt, tu vois, typiquement un travail d'élastique où tu amènes dans une amplitude disponible, notamment par exemple en rotation neutre ou en rotation interne, et ensuite avec un travail de relâchement, éventuellement relaxation, éventuellement chauffer l'épaule, éventuellement bloquer la scapula pour avoir juste de la rotation, et bien relâcher doucement et se laisser embarquer par l'élastique, tu vois. Ouais. C'est Flavio Bonnet, un des fondateurs de l'agence EBP, qui a clos ce congrès. Il l'a clos d'une manière relativement inattendue, mais qui m'a beaucoup touchée. En fait, il a
Il a parlé d'interrogations que moi j'avais pu avoir sur le fait que s'intéresser à une démarche EBP, c'est-à-dire Evidence-Based Practice, donc essayer de fonder la pratique sur les données actuelles de la science, sur la crainte qu'il avait de perdre de vue le patient. Et le fait de ne pas savoir forcément comment appliquer la science à une activité pratique au quotidien, pouvoir en tirer le meilleur pour en donner le meilleur au patient, sans oublier le patient, sans oublier de le considérer, de l'écouter. Moi, ça m'a rappelé des choses. Alors, j'ai beaucoup vu des gens s'écharper sur la question de la science et de la bienveillance, avec souvent malheureusement un côté plutôt science et en face plutôt bienveillant. On l'a vu récemment dans les problématiques autour de la lutte contre les pseudosciences, où on va nous dire que dans certaines fake med, au moins on écoute le patient, ce que nous on ne fait pas, soi-disant dans une démarche scientifique qui nous aurait fait perdre le lien avec le patient. Et Flavio l'a dit d'une manière très touchante et je partage son avis. En fait, on a passé 2 jours à ne parler que de ça, du patient. Et qu'aujourd'hui, écouter le patient, c'est pas l'apanage des pseudosciences, c'est de notre ressort et c'est aujourd'hui scientifiquement le meilleur abord, a priori, pour améliorer les résultats de la kinésithérapie, améliorer les patients douloureux, la meilleure chose à faire. Et c'est pas nous qui le disons et c'est pas une vue de l'esprit, c'est la science qui le dit, c'est de reconsidérer le patient dans sa globalité, de l'écouter, de prendre en compte ses attentes, ses croyances et d'essayer d'aller creuser. Ça prend du temps, c'est chronophage, c'est compliqué, c'est vertigineux, mais aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de s'assurer d'avoir des résultats intéressants. C'est une belle conclusion que tu apportes à la fois pour le colloque et pour ce podcast. T'es d'accord avec ça aussi, dans le quotidien ? Je suis complètement d'accord avec ça et je pense que je suis beaucoup plus à l'écoute de mes patients aujourd'hui avec une approche EBP que je pouvais l'être auparavant avec une approche plus empirique. Merci de nous avoir écoutés. Et puis on vous dit à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.